Beurre FM. Des pays en débat. Pierre-Henri. Vous vous posez parfois des questions sur l'actualité, l'histoire ou la géographie d'un pays dont l'évocation vous est parfois familière et dont le plus souvent vous ignorez l'essentiel. Un pays en débat vous fournit l'occasion d'une mise à jour en quelques minutes et c'est aussi et surtout la possibilité de s'interroger tous ensemble sur les libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté. Un pays en débat, c'est alors la rencontre avec un ou une spécialiste du pays que j'interviewe. Ça vous plaît ? Alors suivez-moi, nous sommes bien sur Beurre FM. Avez-vous déjà entendu cette chanson ? Elle est phare dans le manélé, ce style de musique hérité de l'Empire ottoman. Le plus souvent, ce sont des chansons d'amour. Aujourd'hui, on vous emmène dans un pays au carrefour de l'Europe de l'Est, des Balkans et de l'Anatolie, en Roumanie. Un pays à histoire complexe, avec un territoire longtemps disputé entre les Russes et les Turcs. À la faveur d'un énième conflit entre ces deux pays à la fin du XIXe siècle, l'indépendance de la Roumanie est enfin reconnue. Carol Ier est nommé, couronné, roi de Roumanie en 1881. La position de la Roumanie durant la Première Guerre mondiale est pour le moins ambiguë. Et elle ne l'est plus du tout dans la seconde, puisque la Roumanie fournit le contingent le plus important, 500 000 personnes, aux côtés de l'Allemagne, entre 1941 et 1944. De 1947 à 1989, elle sera sous le contrôle de l'URSS. Ce long bail trouvera son épilogue avec l'exécution sommaire de Nicolae Ceausescu et de sa femme Elena le 25 décembre 1989, qui mettra fin à 45 années de dictature. La révolution roumaine est suivie en direct en France sur la 5, éphémère chaîne commerciale. Mais l'espoir s'effondre avec la montée du FSN, le Parti communiste roumain. C'est le grand retour de la propagande, de la censure. On se souvient des minériades, ces épisodes très violents qui ont eu lieu entre 1990 et 1999. Les mineurs roumains appelés par le pouvoir s'en prennent à des manifestants, faisant des dizaines de morts. La Roumanie, pays de 20 millions d'habitants, est parfois associée au peuple tzigane, qu'en France on nomme gens du voyage. Une appellation administrative souvent teintée d'un racisme envers ces peuples, dont on fantasme souvent le mode de vie nomade et la musique. Estimés officiellement à 400 000, les Tziganes de Roumanie dépasseraient en fait le million de personnes. Ce qui interroge la population européenne, ce sont les raisons qui amènent à la poursuite de l'exil continu de la population rome, la poursuite des discriminations à l'œuvre en Roumanie, dans un des pays membres de l'UE à l'égard des Roms, est incompréhensible. Les objectifs de la Commission européenne sur les 10 ans qui viennent visent à réduire de moitié au moins la proportion de Roms victimes de discrimination. Par ailleurs, la Commission veut également favoriser l'accès au logement et faire en sorte qu'au moins 95% des Roms aient accès à l'eau potable d'ici 2030. C'est dire l'ampleur du défi, et d'abord en Roumanie ou en Hongrie. Depuis 2007, la Roumanie est membre de l'Union européenne tout en ayant conservé sa monnaie, le lei. Le salaire minimum y est de 600 €. De tout cela et de la situation des Roms, nous allons parler maintenant avec Anina Ciuciu, avocate
écrivaine franco-roumaine. Vous avez publié « Je suis tzigane et je le reste » aux éditions City en 2013. Puis vous êtes marraine de l'association École pour tous. Anina Ciuciu, bonjour. Bonjour. Alors, votre parcours a fait l'objet de multiples documentaires. Vous êtes issu de l'ethnie romanie, vous êtes désormais avocate, vous êtes un rôle modèle, mais j'aimerais que vous nous expliquiez les difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre parcours initial en Roumanie. Merci pour cette présentation un peu élogieuse. Je ne sais pas si c'est mérité. En tout cas, l'objectif, effectivement, pour moi, c'est d'ouvrir la voie pour tous les autres, pour ceux qui me suivent et pour ceux qui ont été confrontés aux mêmes difficultés que moi à la naissance. Donc, je suis née dans une famille rome en Roumanie et effectivement, il y a un anti-tsiganisme structurel en Roumanie qui fait que les Roms sont confrontés à de nombreuses discriminations, ce qui a été mon cas et celui de ma famille depuis plusieurs générations. Donc, mes parents ont perdu leur travail lorsque leur identité romanie a été découverte, puisque pour trouver un travail, ils ont dû cacher leur identité. Mon père travaillait en tant que comptable, ma mère en tant qu'infirmière, et du coup, à la fin du régime communiste, lorsqu'il y a eu une grande crise économique en Roumanie, les Roms en fait ont été les plus touchés. Mes parents ont perdu leur travail à ce moment-là pour des raisons discriminatoires, et donc nous avons dû, parce que nous n'avions plus les moyens de vivre dignement dans notre pays, partir comme beaucoup d'autres. Et c'était donc en quelle année ? À la fin des années 90. Juste à la fin, la chute du mur, vous avez dû... Le mur, c'était en 89, du coup. Oui. Mais suite à la chute du mur de Berlin, effectivement, il y a eu une grosse crise économique en Roumanie et progressivement, ceux qui ont été les plus touchés et les plus durement touchés par cette crise, ça a été la minorité romanie, effectivement, qui ont perdu tout moyen de subsistance. Ça a été le cas de mes parents. D'accord. Et donc, vous êtes parti à ce moment-là avec vos parents. Vous êtes arrivé directement en France ? Non, on a fait une escale involontaire en Italie, dans un énorme bidonville, donc dans des conditions de vie extrêmement dégradantes. Puis, nous sommes repartis vers la France, puisque mon père était un grand admirateur des auteurs de la littérature française et de la Révolution française qu'il estimait être l'avènement des droits de l'homme en France. Donc, nous sommes par la suite partis vers la France. Vous êtes parti vers la France et vous avez été scolarisé et puis vous êtes devenue avocate et vous... Malheureusement, pas tout de suite. Non, oui, pas tout de suite alors. Malheureusement, pas tout de suite, parce que lorsque nous sommes arrivés en France, nous avons également dû vivre en squat d'abord, en bidonville, dans des conditions de vie extrêmement précaires. Oui. Et nous avons d'abord essuyé un refus d'inscription scolaire avant de pouvoir nous inscrire à l'école, mes sœurs et moi. Donc effectivement, la situation a été assez difficile à notre arrivée en France, comme ça l'est le cas pour de nombreuses personnes qui font également aussi leur arrivée en France en tant que... Alors, c'est ce qui vous amène à parler de discrimination structurelle, voire même d'anti-tsiganisme structurel pour la France. Et vous vous rendez compte que ces définitions sont très fortes et que l'on peut s'interroger sur la validité de ces affirmations dans la mesure où, malgré toutes les difficultés, vous êtes devenue avocate. Effectivement, ce que je disais au début de notre entretien, c'est qu'il existe aujourd'hui un anti-tsiganisme structurel en Roumanie, mais en France également. Voilà. Quand je parle d'anti-tsiganisme, c'est une discrimination historiquement construite à l'encontre des personnes qui sont identifiées comme roms, tziganes, manouches, gitans, voyageurs, peu importe le nom que l'on donne. Que l'on donne, parce qu'en réalité, c'est aussi un effet justement de ce racisme spécifique. C'est que ce sont les personnes de la société majoritaire qui ne sont pas roms qui nous attribuent des dénominations différentes. Moi, j'utilise le terme de
de peuple romani, pour illustrer aussi le fait qu'il y a beaucoup de diversité chez nous. Et je vous disais, donc moi je suis Rome de Roumanie, mais il y a également des Roms français, des Gitans, des voyageurs, des Manouches, des Sintés. Donc il y a beaucoup de diversité chez nous. Ce qui nous réunit peut-être, c'est effectivement cet anti-tsiganisme, c'est-à-dire c'est une discrimination structurelle, et je parle de discrimination structurelle et je pèse mes mots, je sais que c'est effectivement un constat grave. C'est parce qu'il y a effectivement des discriminations dans les institutions mêmes de la République, que ce soit en Roumanie ou en France. Je parle par exemple de lois discriminatoires. Et quand je parle de lois discriminatoires, je vais vous donner des exemples très concrets qui illustrent à quel point effectivement c'est institutionnel et c'est grave. En Roumanie, il y a eu 5 siècles d'esclavage des Roms. L'esclavage s'est terminé en 1856. L'esclavage était une mesure institutionnelle qui a duré pendant 5 siècles et qui a privé des gens de leur liberté et de leur vie. En Roumanie, il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale la déportation de plusieurs dizaines de milliers de familles, d'hommes, de femmes et d'enfants roms qui, pour la grande majorité, sont morts en Transnistrie. Ça a été le cas des membres de ma famille. En France, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu également l'internement des nomades, ce qu'on appelait des nomades. Donc c'était une mesure institutionnelle, c'est un décret de 1940 de l'État français qui a ordonné l'internement de tous les nomades, ce qu'on appelait les nomades à l'époque. C'était bien des peuples romani, et cet internement, d'ailleurs, il a perduré au-delà de la libération de décembre 1944, puisque ce n'est qu'une loi du 10 mai 1946 qui a abrogé ce décret et qui a permis enfin la libération des familles qui ont été internées dans des camps de concentration et qui ont perdu aussi beaucoup de membres de leur famille et de leurs biens. Donc ça, c'est des exemples historiques. Aujourd'hui, je vous parle aujourd'hui en France, il y a encore des mesures effectivement discriminatoires. Il y en a une qui a été abrogée très récemment en 2017, c'était par exemple la loi qui institue justement le statut administratif des gens du voyage et qui les obligeait notamment par exemple à pointer des carnets de circulation tous les 3 mois au poste de police. Donc vous voyez bien qu'il y a là une discrimination qui est instituée dans la loi et qui prive des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants de leurs droits. Je vous parle aussi d'un exemple très concret que j'ai moi-même vécu en France. Je vous parlais du refus d'inscription scolaire. Effectivement, quand nous sommes arrivés en France avec mes parents, nous vivions dans des situations d'extrême précarité. Et c'est-à-dire nous n'avions pas de domicile fixe. Lorsque nous avons demandé l'inscription à l'école, cela nous a été refusé parce que nous ne pouvions pas fournir de justificatif de domicile. C'est le cas aujourd'hui de milliers d'enfants en France encore, qui sont dans ces mêmes conditions, et parmi lesquels, effectivement, de nombreux sont roms, pas tous, évidemment. Et aujourd'hui, moi, j'ai fait changer la loi avec justement le collectif École pour tous. Nous sommes battus pour que cette discrimination, elle soit supprimée de la loi et que tous les enfants puissent accéder à l'école, faire des études et réussir, parce que vous parliez de ma réussite. L'objectif, c'est effectivement que ça devienne possible pour tous les enfants en France aujourd'hui, peu importe leur origine. Eh bien, je vous propose de rester sur ce très beau message et sur votre témoignage très fort. Merci à Nina Ciuciu d'être venue nous parler de la situation des populations romanies et de votre regard. Un pays en débat, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est une émission produite par France Fraternité en collaboration avec Beurre FM. Merci à Ariane, Alice et Zora, sans qui cette émission ne serait pas ce qu'elle est. C'était Des pays en débat, en partenariat avec France Fraternité.